Salut et bienvenue sur le podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Chaque épisode est le témoignage d'une personne qui me raconte sa dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse l'a aidé ou pas. On se parle du déclic pour se lancer, les nœuds intimes travaillés et l'impact concret de l'analyse sur sa vie. Moi c'est Guillaume, je suis l'instigateur de ce podcast et j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Chaque témoignage m'aide à approfondir mon propre chemin de psychanalyse et à répondre à la question qui me taraude, la psychanalyse, est-ce que ça marche ou pas ? Et comment ? Bon ok, ça fait 2 questions. J'espère par là peut-être vous inspirer vous aussi sur votre chemin. Alors parfois je joue au psychanalyste, j'aide les gens à accoucher de leur histoire et à s'entendre. Parfois, je joue au patient et je détricote mes propres nœuds. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très bientôt. Ah, je vous rajoute un petit message, on arrive à la fin de 2022, bon peut-être que vous écoutez ça et on est déjà début 2023, en tout cas c'est un temps d'introspection pour moi, pour vous aussi peut-être. Je me demande qu'est-ce que je laisse à 2022 et que je ne vais pas continuer et qu'est-ce que je crée pour 2023 ? Alors du coup, j'ai envie d'entendre votre avis. Envoyez-moi un petit message pour me dire comment le podcast résonne pour vous, vos envies pour de futurs épisodes et peut-être vos idées d'amélioration. Je vous mets mon email et mes réseaux sociaux dans le descriptif de cet épisode. Et aussi, comme toujours, le lien pour faire un don et soutenir mon travail. Merci beaucoup. Ok, comment tu te sens ? Je me sens très stressée, Ouais. pour tout te dire, mais Ouais. ça c'est parce que je le savais, je t'avais un peu dit hier que j'avais ce petit 10% qui est là et je pense qu'il sera plus là une fois que ce sera terminé, tu vois. 10% de... Non mais en fait j'ai pas envie de faire ce truc, ce témoignage. Mais, Pourquoi t'as fait une insomnie cette nuit, tu me disais ? mais complètement. En lien à Complètement. ça ? Ah bah j'en suis sûre. Je te dis, merde. il y a pas, ça peut être que ça quoi. Ouais. Alors que pourtant, hier, après l'échange, j'étais plutôt, tu vois, j'étais contente en me disant, bah, tu m'as beaucoup sécurisée, je me suis sentie vraiment, j'ai senti vraiment une bienveillance de ta part et du coup, j'étais soulagée et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je pense que ça va bien se passer. J'ai pris le train pour Paris, je suis arrivée à l'hôtel, j'étais toute contente. Et puis, en fait, j'ai rien dormi de la nuit, mais Ouais. rien. Je me suis réveillée, je me suis couchée tôt en me disant, faut que je sois en forme parce que j'avais ma formation aujourd'hui. Je me suis couchée, à 10h30, je me suis réveillée à minuit et demi et je n'ai pas redormi. Ah là là. Et tu pensais à des choses concrètes par rapport à cet entretien ? Qu'est-ce qui se jouait dans ta tête ? Ben, des questions que tu pouvais me poser. Tu vois, je repensais à ça. Tu vois, c'était vraiment... automatiquement, je repensais à ça et je me disais, mais allez, stop. Et puis du coup, j'essayais de penser à autre chose. Mais en fait, c'est ma problématique, c'est que moi, à la base, je suis allée voir ma psy parce que justement, j'avais des problèmes de sommeil. Ah. Tu vois, c'est ça. Et c'était un des motifs de consultation. C'était les problèmes de sommeil. Et du coup, bah, ça continue, tu vois, j'ai toujours ça. Mais quand il y a des événements stressants, et pour moi, tu vois, de parler, c'est ce que je t'avais dit hier, de parler comme ça, et puis de savoir que je vais être écoutée par un grand nombre de personnes, et ben, ça me stresse énormément. Ouais. Et pour autant, qu'est-ce qui t'a donné l'élan ? Et je te propose qu'on commence en fait. Qu'est-ce qui... Donc, tu fais référence à notre pré-entretien où souvent je dis, ok, de 0 à 100, t'as envie de témoigner à combien ? Et toi, tu m'as dit 90, et les 10, tu viens de les décrire, c'est l'inquiétude de mal dire. Les 90, c'est quoi ton élan ? Mais effectivement, en fait, je pense que, tu vois, cet exercice-là, j'aurais jamais pu le faire il y a quelques années en arrière. Et je peux le faire maintenant, mais depuis pas très longtemps, je pense. Parce que je pense que j'avais un peu honte de mon histoire et de mon passé. Ok. Alors que maintenant, je l'assume. Et du coup, j'ai envie, tu vois, je me dis, c'est de me prouver à moi-même que je peux y arriver. Et puis c'est aussi apporter un témoignage, je pense, qui peut peut-être aider d'autres personnes. Génial. Et se dire, bah voilà, malgré le passé, malgré tout ce qui nous traverse, et ben on peut s'en sortir. Eh ben écoute, moi j'aurais à cœur qu'on passe un bon moment. Je ne crois pas que tu puisses mal dire. C'est-à-dire, j'essaye même pas d'être sympa avec toi là et de te rassurer. C'est que c'est pas possible. C'est-à-dire, là, mon invitation, c'est que tu te racontes. Donc quand tu trouves pas tes mots, t'es en train de te raconter.
Tu vois, c'est Ouais, oui, quand je tu vois. prends un mot pour un autre, quand tu dis je suis perdu, etc. Ouais. Et c'est vraiment cet espace-là. C'est pas un exercice de communication que je te propose. Du coup, voilà. Et puis si pendant, moi, je peux t'aider à détendre, voilà, dis-moi. Et notamment, tu pourrais partager les moments où c'est trop stressant pour toi. On Ouais. peut aussi faire une pause. Enfin, on va Ok. voir. Comment tu t'appelles? Mélanie. Vrai prénom. Oui, vrai prénom. Tu as fait combien d'années de psychanalyse? Alors, j'en ai fait à peu près 9 ans. À peu près. À peu près. En fait, je me souviens pas. Je me souviens pas quand j'ai démarré. Je crois que j'ai démarré en 2011 ou 2012. C'est très flou. En fait, c'est toujours très flou au niveau des dates. J'arrive Tu pas te trop à me souviens le repérer. déclic? Le déclic, c'était... en fait, j'ai été envoyée par mon médecin traitant parce que je souffrais de troubles du sommeil. De gros troubles du sommeil depuis des années et depuis la petite enfance, en fait. Et j'ai tout essayé. C'est-à-dire que j'ai essayé la voie médicamenteuse. Donc, j'ai pris tout ce qui était anxiolytique, hypnotique, tout ce qui était à base de plantes aussi au départ. Ouais. Et puis après, j'ai essayé tout ce qui était acupuncture, hypnose, méditation, médecine chinoise. Ouais. Je suis allée voir une kinésiologue aussi. Depuis combien de temps? C'était depuis que tu es toute petite ou... Depuis toute petite. Tu te rappelles la première fois? Eh ben, écoute, ouais, c'était écrit dans mon carnet de santé. Moi, je me souviens pas, mais du coup, en relisant mon carnet de santé il y a quelques années, durant mon analyse d'ailleurs, c'était écrit motif de consultation, problème de sommeil, et puis c'est surtout des problèmes d'endormissement. C'est-à-dire qu'une fois que je dors, généralement, je dors toute la nuit. Quoique maintenant, c'est plus trop le cas. Mais en tout cas, quand j'étais jeune, c'était vraiment ça qui posait souci. Mais c'était à un tel point qu'en fait, ça pouvait m'arriver de ne pas dormir du tout. C'est-à-dire de faire des nuits blanches. Et tu vois, des fois, de faire 2 nuits blanches d'affilée. Ça m'est déjà arrivé. Et d'aller quand même au travail. Et en fait, moi, tu vois, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir. Et du coup, je me mettais beaucoup de pression par rapport à ça. Tu vois, j'étais dans ce qu'on appelle de l'anxiété anticipatoire. C'est-à-dire que je me disais, il faut que je dorme, là il est 10 heures, du coup il faut que j'ai mes 9 heures de sommeil. Et du coup, c'était pire en fait. Plus je me disais ça, et moi j'arrivais à dormir. Et puis voilà, donc du coup, Donc c'est comme ça que tu commences une analyse. Ouais, c'est ça. Ton médecin traitant te conseille une psychanalyse, une psychanalyste. Tu débarques dans ce monde-là par hasard, tu vois, entre plusieurs thérapies en lien avec le sommeil. Toi, tu tombes sur une psychanalyse. Alors en fait, elle était psychiatre, psychanalyste. Et du coup, mais effectivement, c'était à la base pour faire une psychothérapie. En fait, moi, je savais pas trop quoi. Enfin, tu vois, je dis bon, on va voir. Et c'est lors du premier entretien où elle m'a dit que du coup, elle était d'obédience, voilà, psychanalytique. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, tu vois, pourquoi pas essayer. T'avais pas de... Non. Alors, mon micro tombe. Non, mais je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai que des problèmes de matériel. La fatigue. C'est bon. Tout va bien se passer. J'ai oublié ce que j'étais en train de te dire. Oui, t'avais pas de préjugés. Je crois que c'était ça un peu ma question. Non, j'avais pas de... C'est un peu un hasard que ton chemin rencontre la psychanalyse en particulier. Ouais, c'est ma ça. question. Et du coup, j'ai eu une bonne accroche avec elle. Et j'avais déjà essayé beaucoup de personnes avant, notamment aussi des psychologues avec qui j'avais pas accroché. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, écoute... Tu dis j'ai pas mal essayé. C'était en 2011. Donc c'était il y a 12 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai quel âge? J'ai 38. Ouais. À la grosse louche, ça fait 26. Ça fait 26, merci. On est tous les deux fatigués, c'est le soir, on va y aller très tranquillement et doucement. Ouais, c'était... Donc, tu as essayé différentes choses et te voilà dans la psychanalyse. Ouais, c'est ça. Avec ce premier nœud. C'est trop rigolo parce que hier, dans notre pré-entretien un peu spontané, parce qu'en fait, tu me dis, je passe à Paris et hop, vite, on s'organise un pré-entretien. C'était cool, ça s'est bien boutiqué. On n'en a pas du tout parlé de cette question de l'insomnie, du sommeil. Bah non, c'est vrai. Ok. Ouais. Mais tu rentres avec ça
Et au final, qu'est-ce que tu découvres ? Mais il n'y avait pas que ça. Ouais. Il y avait pas que ça. C'est-à-dire que moi, je lui ai parlé de ça, de mes problèmes de sommeil, mais il y avait aussi le fait que je voulais travailler sur le fait que j'arrivais pas à m'engager dans une relation amoureuse, enfin dans une relation, on va dire, pérenne. Et il y avait aussi, ça je t'en ai parlé hier, il y avait ce problème de libido aussi. C'est-à-dire que au début d'une relation, j'avais du désir sexuel et petit à petit, au fil de la relation, du coup, j'avais moins en moins de désir et du coup, ça mettait un terme aussi à la relation. Et donc, je voulais travailler ça parce que mon but, c'était quand même d'être en couple, de fonder une famille. Et en fait, j'étais complètement désespérée à ce moment-là. Moi, je me disais, mais en fait, je vais jamais trouver quelqu'un. Personne ne voudra de moi. Voilà, en gros, si tu veux, je suis arrivée avec ça, je lui ai parlé de ça, et puis après on a travaillé sur plein d'autres nœuds, mais en tout cas, je me souviens que je lui ai parlé de ça au premier entretien. Qu'est-ce que tu découvres ? Parce que tu rentres comme ça avec un enjeu de sommeil et un enjeu de relation amoureuse, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce qu'ils sont liés ? Ce serait ma première question. Est-ce que tu les as découverts liés ? Ouais, oui, forcément, ouais. Comment ? Oh là là, faudrait que je te parle de chacun des nœuds, mais ça se regroupe quand même. Commence par celui... On commence par lequel ? Vas-y, au pif. À l'intuition. En fait, je sais pas comment dire, parce que du coup, il y avait le gros nœud sur l'identité, et je trouve que finalement, ça, tu vois, ça regroupe tout. Donc peut-être que je peux te parler de ça. Super. C'était quoi l'enjeu avant qu'on discute de comment la psychanalyse t'a aidé à trouver ton identité? T'avais mal où? T'avais mal comment? J'avais ce symptôme qui était l'insomnie, mais à côté de ça, j'étais dans une détresse affective mais intense. Tu vois, je me sentais j'avais un vide, tu vois, j'avais vraiment un vide. Et en fait, j'avais un besoin de l'autre en permanence. Ok. Ne jamais être seule. En fait, je ne supportais pas être seule. Et à cette époque-là, de toute façon, j'ai jamais été vraiment seule. Hein. Du coup, j'ai toujours eu quelqu'un. Ok. C'était impossible pour moi de me retrouver seule. Donc, j'ai vraiment travaillé sur ça, sur ma relation à l'autre, et puis sur mon identité, si tu veux. Je me souviens que pendant plusieurs séances, mais même pendant, je pense que ça a duré des années, où je questionnais sur mon identité, à savoir, est-ce que je suis normale ? Et souvent, je venais avec ça, et vraiment, je lui posais la question, et je me disais, mais est-ce que je suis normale ? Et j'avais ce besoin de savoir ma structure psychique, en fait, tu vois. Et en fait, c'était en lien aussi... je pense qu'il y a mon histoire familiale qui a beaucoup impacté ma construction identitaire, dans le sens où, c'est ce que je te disais, moi j'ai ma grande sœur qui est atteinte de schizophrénie, et en fait elle a commencé... je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y avait cette peur de devenir comme elle. C'est-à-dire, j'avais cette peur de devenir folle, en fait. Et en plus, je me souviens, au collège, j'avais eu des symptômes un peu de dépersonnalisation, dans un moment où j'étais très mal. Et du coup, je me disais, mais je vais devenir comme elle. Tu vois, je pense qu'il y avait vraiment... Alors, je me disais, non, c'était pas conscientisé, en fait. Hein. Je pense que c'était vraiment, tu vois, inconsciemment, j'avais vraiment cette peur de grandir et de devenir schizophrène. C'est quoi la dépersonnalisation ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps ? C'est de plus être présente, en fait, de plus vraiment sentir d'être un peu à l'extérieur de ton corps. Voilà. Et du coup, c'est vraiment une sensation, c'est quand tu l'as... Alors, j'avais eu si tu veux, ça peut arriver dans des chocs émotionnels aussi. Moi, j'avais eu ça, je me souviens, au travail, on nous avait annoncé, je sais plus ce que c'était, mais c'était tellement sidérant qu'à un moment donné, tu as un symptôme de déréalisation. C'est-à-dire que t'es pas vraiment là, parce que l'information, elle est tellement violente. Tu te déconnectes. Du coup, tu te déconnectes. Tu te déconnectes, et en fait, tu sors vraiment... Alors, c'est pas pareil que la dépersonnalisation. Moi, je me souviens, je l'avais quand j'étais très fatiguée. Tu vois, je l'ai eu au collège, et je l'ai eu quelques fois le matin au réveil, en allant au collège, et je me souviens que j'en parlais à personne parce que du coup j'avais honte. Tu
Tu peux m'expliquer ce que c'est pour toi l'identité, pour que je comprenne? C'est quoi pour toi l'enjeu de l'identité? C'est quoi les mots que tu mets derrière? Ouais, qui j'étais. Qui j'étais, comment j'étais... Donc dans qui j'étais, il y a pas folle. Ouais. Enfin, peur d'être folle, donc qui j'étais, Ouais. peur d'être folle. Ouais. Et dans qui j'étais, il y a, puisque je suis toujours avec les autres, je sais pas trop qui je suis, parce que je suis les ça. autres. Alors ça, oui, voilà. Donc du coup, ça, c'est... J'essaie de... Ouais, c'est ça. Ça, c'était plus... si tu veux, moi, je vois sur deux... Il y a deux choses qui ont vraiment impacté ça, en fait, sur mon identité. Il y a le fait que il y avait ma sœur qui était atteinte de schizophrénie, et donc du coup, ça a impacté vraiment sur mon identité. Et puis il y a aussi ma relation à l'autre, c'est ce que je te disais, et ça, je pense que c'est aussi le fonctionnement que j'ai eu depuis toute petite avec ma mère. Donc ça, c'était plus, on en a travaillé, enfin du coup, j'en parlais beaucoup en analyse sur le fait que moi, si tu veux, j'ai toujours développé un faux self, c'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression que ma vie affective, elle a été complètement niée, en fait, depuis toute petite, et que je faisais toujours en fonction de ma mère, parce que j'avais énormément peur de ma mère, et j'étais mais vraiment terrorisée, en fait, par elle. Et du coup, j'étais la petite fille modèle, en fait. J'étais la petite fille parfaite, parce que je voulais surtout pas, étant donné qu'elle était très colérique, ma mère, et puis très imprévisible. C'est-à-dire qu'elle pouvait s'énerver alors que tu vois, t'avais rien fait, et puis tu te prenais des punitions. Et du coup, j'ai grandi toujours en fonction d'elle, en anticipant, en fait, tu vois, toujours dans ce collage. Et du coup, dans la relation à l'autre, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que même avec les hommes, quand je rencontrais quelqu'un, finalement, j'allais dans son désir de ce qu'il voulait que je sois. Tu vois, c'était jamais... en fait, j'ai jamais été moi-même. Tu vois, ça a été très compliqué de savoir mais qui je suis. J'ai toujours grandi en fonction de ma mère et de ce qu'elle voulait, pour surtout pas l'énerver. En t'adaptant. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est chouette, tu commences à répondre à une question qui venait pour moi. Qu'est-ce que la psychanalyse t'a apporté? Donc tu arrives avec ces grandes questions. Cette question était vraiment pas bien formulée. Face à ces grandes questions, comment la psychanalyse t'a aidé à y répondre ou à enquêter? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi, t'étais allongée une fois par semaine? Ouais, pas au début. Au début, j'étais en face à face. Et au bout de quelques mois, elle m'a demandé de m'allonger. Et après, on a augmenté les séances. C'était 2 fois par semaine. J'étais très résistante. Enfin, au début, je voulais pas, en fait. Au début, j'avais dit non, je veux pas. Et puis financièrement, enfin, j'avais plein d'excuses à chaque fois. Et puis moi, quelque part, c'était une contrainte, en fait. J'y allais, mais c'était une contrainte, c'était compliqué. Mais c'était une période de ma vie où, en fait, j'étais beaucoup dans le principe de plaisir, en fait. Tu vois, je voulais pas de contraintes, moi. J'avais envie je voulais m'amuser. En fait, c'était ça. Et du coup, je pensais qu'à faire la fête. J'avais aussi une dépendance à l'alcool qui était très importante à ce moment-là. Et du coup, j'étais que là-dedans, en fait. Moi, si tu veux, j'étais que à faire la fête, à m'amuser, à rencontrer des hommes, à rencontrer un homme qui... T'avais 26 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, non, parce que, excuse-moi, je trouve que mon commentaire vient donner un sens que t'as pas donné. Non, toi, tu dis pas, je suis une jeune de 26 ans qui fait la fête, tu dis, je suis dans un excès. Je suis dans un excès parce que moi, l'excès, il a commencé à 12 ans, si tu veux. Donc, au niveau de l'alcool, je te parle de ça. Okay. Donc là, tu vois, à partir des très jeunes, en fait, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que du coup, moi, j'ai fait des études de psychologie. Et je pense que quelque part, tu vois, on n'a pas pu, quand je dis on, c'est toute la famille, on n'a pas pu sauver ma sœur. Et je pense que quelque part, moi, j'ai voulu faire ça pour aider l'autre. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. T'inquiète. Et je te posais la question. Et du coup, en fait, quand j'ai fait mon master 2 et j'avais une copine de promo qui m'avait dit quelque chose, mais je l'avais tellement mal pris. Elle m'avait dit, mais toi, Mélanie, t'as un fonctionnement d'état limite. Alors, je sais pas ce que c'est. Si tu sais ce que c'est, non, du coup. Je ne sais pas. Alors, du coup, en psychanalyse,
t'as deux structures. T'as la structure psychotique et la structure névrotique. Donc, tu vois, la structure psychotique, c'est tout ce qui va être schizophrénie, paranoïa, psychomaniaco-dépressive, voilà. Puis d'autres, hein. Et puis après, t'as la structure névrotique, donc tout ce qui va être obsessionnel, hystérie, phobie. Et puis après, t'as l'état limite. L'état limite, c'est ce qu'on appelle une astructuration, c'est-à-dire que c'est un peu entre les deux. Mmh. Et c'est-à-dire que t'es pas vraiment ni psychotique, mais ni névrotique. Et ça se traduit par, justement, c'est une pathologie du narcissisme, en fait. C'est-à-dire que t'as des angoisses c'est plus des angoisses de perte, des angoisses d'abandon, avec justement cette, en tout cas moi ça se traduisait comme ça, hein, cette quête affective, et puis souvent t'as des dépendances. Moi j'avais une dépendance à l'alcool, j'avais une dépendance à l'autre aussi. Mais du coup, ramène-moi pour que j'arrive à comprendre. Ouais. Tu dis, j'ai envie d'être dans le plaisir, j'ai ces différentes dépendances, à l'autre, à l'alcool, voilà. J'ai envie d'être dans le plaisir, mais je me tape quand même une fois par semaine à m'allonger. C'est ça. Pourquoi t'y vas ? Puisque t'es plutôt dans une recherche. Et parce que je travaillais en tant que psychologue aussi. Ok. Tu vois ? Et là, j'avais le syndrome de l'imposteur. Okay. Mais à fond. C'est-à-dire que je me disais, mais en fait, moi, je vais trop mal, mais je peux pas aider quelqu'un alors que moi, je suis qui pour aider alors que moi, je vais trop mal, quoi. Tu vois ? Et du coup, c'était très compliqué à ce moment-là et je me sentais tellement pas légitime, en fait. Et puis au-delà de ça, j'avais une estime de moi, mais qui était à zéro, quoi. Tu vois, je me trouvais toujours inférieure à l'autre, mais toujours. Alors en plus, c'était compliqué parce que face à ma psy, qui elle était plutôt assez réputée, qui faisait partie d'une association, qui était très investie, qui faisait des séminaires. Je me souviens quand j'attendais dans la salle d'attente, il y avait toujours des livres, et puis moi je me comparais à elle et je me disais mais en fait je suis tellement nulle. Et puis moi j'avais l'impression. Tu vois, le problème que j'ai aussi, ma problématique, c'est que j'ai toujours l'impression de pas savoir par rapport à l'autre. Et toujours de me sentir inférieure à l'autre. Et du coup, je travaillais ça aussi. Alors du coup, à l'époque, comme j'étais psychologue, je me disais, oh, mais attends, il faut que je sois dans des groupes de travail, il faut que je fasse une psychanalyse, il faut que je fasse une supervision. C'est pour ça que tu vas une fois par semaine et qu'elle te convainc, ton analyste, à passer à 2 fois par semaine. C'est vraiment uniquement la culpabilité et le devoir. Toi, tu n'y trouves pas ton compte en dehors de ce que tu viens de dire? Bah, il y avait quand même toute cette souffrance que j'avais et que, tu vois, j'avais envie de régler aussi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as découvert? Donc, je reviens à ma question initiale. Ouais. C'est, tu poses ces grandes questions. Qui suis-je? Tu vois une souffrance, enfin tu ressens, tu la vois dans la dépendance de l'autre, alcool. Alors qu'est-ce que la psychanalyse a fait? Mais je sais pas trop. C'est vrai? En vrai. C'était quand ta dernière séance? Non mais en fait, juste pour te dire, c'est que j'ai rencontré, en fait au début de ma psychanalyse, j'ai rencontré quelqu'un, quelques mois après, qui est devenu mon mari. Et en fait, j'arrive pas à savoir si je vais mieux. Parce que quelque part, tu vois, c'est mon mari qui m'a aidée à me sentir mieux, ou est-ce que c'est ma psy? Mais c'est sûrement les deux, en fait, j'ai envie de te dire. Mais du coup, comme c'est arrivé en même temps, c'est très compliqué de savoir. Et en même temps, je me dis, ma psy, elle a permis de faire tiers dans cette relation où, tu vois, je voulais pas justement... Moi, j'étais plutôt dans les relations à idéaliser l'autre, à vouloir... tu vois, tout de suite, c'était l'homme de ma vie, je l'idéalisais, et puis tout de suite, ça retombait très vite, en fait, au bout de quelques mois, où je me disais, en fait, et en fait, je voulais pas être là-dedans. Donc, du coup, ma psy, elle m'a permis aussi de faire tiers, et puis, du coup, de travailler sur cette relation où je voulais pas, où j'y allais vraiment doucement, en me disant, allez, là, tu sais, tu vas pas, il faut pas que tu refasses comme dans toutes tes relations. Amène-moi dans ce concret. Ouais. Concrètement, tu dis, bon, donc en analyse, alors que j'ai rencontré quelqu'un, je travaille sur cette relation. T'es allongé, il se passe quoi? Tu te dis tout ce qui se passe par la tête, et quand tu dis ma psy m'a aidé à faire tiers, c'est donc qu'elle intervenait. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'intervention? Tu te souviens pas non plus? Non, mais tu vois, c'est horrible. Hein. En fait, je me souviens, en fait, c'est pour ça que je te dis, j'ai un peu honte aussi, c'est que je me souviens pas grand-chose. Toi, tu dis, ça t'a aidé? Moi, je dis que je pense que
ça m'a aidé puisque, si tu veux, ça m'a aidé à me subjectiver. Enfin, tu vois, pour te donner un exemple, c'est-à-dire qu'au début, quand je la voyais, je venais de rencontrer, cet homme-là. Et quand je parlais de moi, je disais « on ». Tu vois, je disais pas « je ». J'ai fait quelque chose, je disais « on a fait ci, on a fait ça ». Et en fait, c'est au bout de... Vraiment, tu vois, ça a duré quand même longtemps. En fait, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de refaire la même chose, là. Elle ne t'a pas coupé? Non, elle m'a pas coupé. Elle faisait pas beaucoup d'interventions, en fait. Comment elle faisait tiers? Ça veut dire quoi, faire tiers? Parce que c'est moi qui, si tu veux, c'est le fait d'aller la voir et de le penser, en fait, tu vois, d'en parler, en fait. Et puis de faire la comparaison, tu vois, je lui disais ça, mais moi je veux pas refaire la même chose, je veux y aller doucement. Puis lui est très amoureux, et puis moi j'avais pas confiance aussi aux hommes. Alors ça c'est tout sur l'autre nœud qui est l'identité sexuelle aussi. Voilà, je pense que ça serait intéressant d'en parler, mais du coup moi j'avais pas confiance aux hommes non plus. Ok. Toi tu n'as pas de souvenir de ces interventions ou de comment la psychanalyse a agi? A fait quelque chose pour toi. Ta meilleure amie, tu veux dire quelque chose? Oui. Ta meilleure amie dit tiens, j'en fais une, j'en fais pas. Une psychanalyste, tu lui réponds quoi? À ton échelle? En fait, je pense que ça dépend de ce qu'elle attend. Tu vois, ça dépend vraiment des besoins de chacun. Parce que je pense que ça peut être très bénéfique pour certains et pas du tout pour d'autres, en fait. Et moi, tu vois, je suis plus dans une approche intégrative. En fait, on fait en fonction des besoins de chacun, de ce qui est possible aussi à ce moment-là. Donc, ça dépend de ses attentes aussi. Ça dépend vraiment des attentes de la personne. De 0 à 100, toi, tu dirais que ton cheminement en psychanalyse t'a aidé à combien? Ah si, quand même. Ah, mais en fait, c'est compliqué. Je pense 70 quand même. Ok, 70. Donc ça t'a aidé. Oui, tu sais pas comment, mais ça t'a aidé. Ça m'a aidé aussi dans le sens où, si tu veux, elle venait valider le fait que... Elle venait valider ma souffrance aussi. Elle voulait me dire, en fait, vous avez le droit d'aller mal. C'est légitime par rapport à tout ce que vous avez eu. Vous avez le droit d'aller mal. Elle te l'a dit ou tu l'as senti? Non, elle le dit. Ça, par contre, elle pouvait intervenir là-dessus. Elle avait des expressions, tu vois, elle réagissait par rapport à ce que je pouvais amener. Des expressions? Elle me disait... Des onomatopées, tu veux dire? Ouais, ouais. Et puis à ce moment-là, moi, j'avais quand même besoin d'amour, et du coup, c'est ce qu'elle m'apportait, tu vois. Moi, ça me parle vachement... Quand tu me dis, tu feuillettes tes notes, je vois que t'as vachement bien travaillé. T'as vu ça? Mais ça se passe très bien pour le moment. Ouais. T'en penses quoi? T'as l'impression que tu peux oublier des morceaux de ton histoire? Oui, c'est ça. J'ai peur d'oublier. C'est avec le stress. Ouais. Ok, lis à ta guise. En fait, tout à l'heure, tu disais, elle a fait tiers, et j'étais, ah non, mais je comprends pas, c'est quoi faire tiers? Même pour moi, ça m'apparaît évident. Ça m'apparaît évident. T'es en quête de qui suis-je? Donc en fait, l'analyse a été un endroit. Je vais présupposer, et puis tu vas rebondir sur ces présupposés. Et il faut surtout pas une thérapie où le thérapeute est très engagé et très intervenant, dans le sens où, comme c'est une personne, en tout cas moi je l'ai vécu. Je vais plutôt parler de moi, comme ça j'ai pas l'impression de faire une psychologie de sauvage là, alors que je suis pas compétent. Moi j'ai trouvé que mon analyste, dans ses silences et dans sa distance, il faisait exactement ce que tu décris. Des onomatopées où je me sentais validé dans ce que je ressentais. On a des chemins peut-être parallèles, toi et moi, et je sais que je ne savais pas qui j'étais, et il était interdit pour moi. J'avais des blocages, et je refoulais qui j'étais. L'homosexualité est la chose la plus simple pour moi, mais après il y a d'autres couches. Et donc c'est ça, faire tiers. C'est un espace où je m'entends, où on m'entend. Et le on, c'est lui et moi, c'est mon analyste et moi. Et donc, il y a quelque chose qui peut-être se fossilise, c'est pas très joli, s'ancre dans qui je suis, puisque petit à petit, il y a des émotions,
qui disent qui je suis, il y a des mots. T'as entendu, ça te parle ou pas? Ouais, ça me parle. T'es pas là pour t'adapter à moi ou à me satisfaire. Ouais. Oui, tu peux aussi dire non, tu t'emballes. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je te parle de mon histoire, je te parle pas de la tienne. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui, après 9 ans de psychanalyse? Quel mot tu mettrais sur ton identité? Est-ce que tu as des morceaux de réponse? Non, je saurais pas te répondre. En vrai, la question est ambitieuse parce que si tu me la poses, je galère un peu, mais c'était ton enjeu. Comment y as-tu répondu? Eh ben, c'est ce que je te disais, en fait, c'est de pas faire en fonction de l'autre, c'est-à-dire pas faire en fonction du désir de l'autre, mais vraiment de savoir, mon désir à moi, tu vois, qu'est-ce que c'est? Alors, tu peux me donner un exemple de comment la psychanalyse t'a aidé à mettre des mots sur ce désir? Est-ce que t'as découvert quoi sur le divan en termes de désir? Même un truc un peu détail? Je saurais pas te répondre à ça. Mais t'as conscience que en psychanalyse, ça t'a aidé à définir ton désir avec un grand D, quoi, ton élan de vie. Ouais, c'est ça. Mais tu sais même pas, par exemple, faire famille était un de tes objectifs. Est-ce que ça s'est révélé être dans ton désir? Oui. Mais ça l'était dès le départ, en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'était dès le départ, mais c'était arrêter de dépendre de l'autre, en fait. C'était surtout ça. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Oui, c'est ça, c'était reculer des dépendances. Ouais, c'est ça. Par rapport à l'alcool et par rapport à l'autre. Ouais. T'as l'impression que quand tu dis la psychanalyse m'a aidé à 70%, à cause de ma question qui te le demandait, t'as l'impression que ça t'a aidé sur ces dépendances? Ouais, vraiment. Comment? Ouais. Tu m'as déjà dit avec cette autre personne qui te valide, mais ça fait quoi en fait? C'est quoi? C'est tes émotions validées, alors en quoi ça t'éloigne de l'alcool ou de relations nocives, avec l'autre? Je pense que cette dépendance que j'avais, c'était aussi en lien avec une insécurité. Tu vois, je me sentais... En fait, je me sentais en permanence en insécurité. Et du coup, en fait, je pense que j'ai vécu beaucoup de traumas dans l'enfance. Et si tu veux, j'ai été... il y a eu la mort qui a été très présente. La mort de qui? La mort de plusieurs personnes. J'ai enchaîné... j'ai pas eu de chance de ce côté-là, mais... De membres de ta famille? Ouais, mais aussi, tu vois, des trucs tout bêtes, mais des animaux de compagnie, par exemple. Et en fait, ça s'est enchaîné. Il y a eu, en gros, pour te dire, mais bon, il y a eu la maladie de ma sœur où ça a été très compliqué, en termes dans la famille, où ça a carrément fait éclater la famille, en fait. Mes parents ont divorcé. J'avais une autre sœur qui est partie vivre au Canada, qui vit toujours au Canada. Et ça, c'était au collège. Et en fait, j'étais très proche à ce moment-là de ma marraine qui est décédée. Après, j'ai eu le décès de mon grand-père avec qui j'étais extrêmement proche. Après, j'ai eu un chien qu'on avait depuis 15 ans qui est décédé. Après, on avait pris un autre chien qui est décédé 2 mois après mon chien. En fait, il y a une succession. Et puis il y a eu aussi... j'ai fait un stage en seconde dans une maison de retraite où j'ai vu une personne décédée devant moi. Mais j'étais toute seule avec elle. Et ça, je l'ai beaucoup enfui. En fait, tu vois, je pense que je l'ai complètement refoulé, en fait. Toutes ces émotions-là, je les ai refoulées. Et du coup, en analyse, moi, je travaillais beaucoup sur enfin, en tout cas, elle me demandait beaucoup de parler de mes rêves. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai toujours, je me suis toujours rappelé de mes rêves. Et à ce moment-là, en analyse, j'avais des rêves qui étaient pas du tout agréables, que j'amenais à chaque fois en séance. Donc c'est vrai. Tu peux me donner un exemple? Par exemple, il y avait un rêve. Il y en a plusieurs qui revenaient à chaque fois. Mais pour te dire en tout cas que maintenant je les ai plus, ces rêves-là. Et tu vois, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il y a une sécurité, il y a une tranquillité en moi, parce que maintenant je fais que des rêves agréables
en analyse pendant des années. J'ai fait des rêves, mais c'était terrible. Où soit je mourais, soit la mort était tout le temps présente. Il y avait un rêve récurrent, un cauchemar récurrent. Ouais, il y en avait 2 qui étaient récurrents, mais il y en avait un que je trouve qui est intéressant parce que du coup j'ai compris en fait la signification de ce rêve-là. C'était un rêve où en fait quelqu'un mourait, quelqu'un de proche, quelqu'un que j'aimais dans ma famille mourait. Et en fait, j'essayais d'appeler au secours et dans chaque rêve, c'était ça. Je prends le téléphone, j'essaie d'appeler 18 ou un numéro, j'essaie d'appeler quelqu'un, sinon, et j'arrivais pas. Et en fait, ça marche pas. Et je me trompe à chaque fois, je fais le mauvais numéro. Et en fait, il y a, tu vois, ce sentiment d'impuissance de pas réussir à sauver la personne qui est en face de toi. Et en fait, ça dure, mais j'ai l'impression que tu vois, à chaque fois, ça durait, mais une éternité. Et en fait, ça me mettait dans un état. Et du coup, je me réveillais comme ça, en me disant, j'ai pas pu sauver cette personne. Et ça, je l'amenais souvent quand même, parce que je le faisais très fréquemment, je pense au moins une fois par semaine. Et t'en faisais quoi ? J'essayais de... En fait, elle me posait beaucoup de questions. Elle essayait de me faire associer par rapport à ce rêve-là. Et en fait, moi, j'ai fait le lien avec justement cette dame que j'ai vue mourir en maison de retraite, cette dame âgée, où en fait, pour te... Ah, c'est marrant parce que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de ta sœur et de l'impossibilité pour la famille de la sauver. Moi, je pensais plutôt à ça. Moi, je pensais à plein de choses, en fait. Il y a plein de choses qui rentraient dans le... Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a ma sœur, il y a moi-même. Tu vois, je pense que j'arrivais pas à me sauver. Et c'était aussi la petite fille de... Enfin, je pense que... Tu vois, cet état de détresse, je pense que je l'ai beaucoup vécu quand j'étais petite. Et ça, c'était utile pour toi de ramener des rêves ? Enfin... Tu vois, j'imagine quelqu'un qui nous écoute et qui connaît rien à la psychanalyse et qui se dit quel est l'intérêt de noter mon cauchemar et d'aller... Parce qu'en fait, je pense que... Alors, par rapport à à ce stage en maison de retraite, je vais te remettre un peu de contexte. En fait, c'était une... tu sais, on peut appeler, on a les personnes âgées dans leur chambre, elles peuvent appeler. Et puis du coup, j'étais allée dans la chambre de cette dame. Et c'était au moment du repas. Et du coup, elle était allongée. Et elle m'a expliqué à ce moment-là qu'elle pouvait pas descendre parce qu'elle était trop mal et qu'elle avait les jambes toutes gonflées. Et je me suis mise à côté d'elle. Et du coup, j'ai pris, je sais pas, on a parlé pendant 5-10 minutes de tout et de rien. Et puis d'un seul coup, elle s'est mise à me serrer la main et puis elle s'est mise à avoir les yeux qui se sont retournés et à convulser, un peu comme une crise d'épilepsie. Mmh. Et à ce moment-là, moi j'étais un peu en panique, tu vois, j'étais en panique et j'ai cherché, je me suis dit il faut que j'aille absolument trouver quelqu'un. Et en fait, je me revois, tu vois, dans le couloir, en train d'essayer je criais à l'aide, il y avait personne. Après, j'ai pris l'ascenseur, tu vois, le temps qu'il arrive. Je me souviens, tout me paraissait mais tellement long. Le temps de descendre, le temps de chercher quelqu'un, le temps de remonter cette personne. Donc du coup, j'avais trouvé une aide-soignante qui remontait avec moi. Et dans l'ascenseur, quand on remonte, je me souviens, j'explose en sanglots, tu vois. J'explose en sanglots et je lui dis, mais je crois qu'elle est morte en fait. Et du coup, elle me dit, mais non. Alors elle essaie de me rassurer en me disant, mais non, mais t'inquiète pas. Et puis elle arrive dans la chambre et là, elle dit quelque chose de très très vulgaire. Moi, j'avais 15 ans à l'époque. Hein, et elle a dit, putain, elle a crevé ou un truc comme ça, tu vois. Mais quelque chose vraiment... ok. Et puis, et elle s'est mise à courir, parce que je pense qu'elle-même ne savait pas quoi faire, pour aller rechercher quelqu'un. Donc, je pense qu'elle était chercher la cadre à l'époque pour qu'elle puisse faire les gestes de premier secours. Mmh. Et moi, à ce moment-là, j'ai attendu dans le couloir. Et en fait, tout ça, tu vois, ça a paru tellement long. Après, les pompiers sont venus. Ils ont fait le massage cardiaque. Bon, elle est décédée, finalement. Et en fait, les pompiers m'ont dit, il y avait un pouls très faible. Il y avait vraiment un pouls très faible. Et tu vois, tout ça, alors, c'était mon stage. Tu vois, ça arrivait dans une journée de stage. Et puis, je suis repartie le soir comme de rien. Alors qu'en fait, ça fait trauma quand même. Tu vois, t'as 15 ans, tu vois quelqu'un mourir devant toi. Mais t'en parles pas. Tu vois, du coup, allongé sur le divan, grâce à ce cauchemar, tu ressors ça pour l'épurer. En fait, si tu veux, je pense que c'est ce que je te disais, c'est que moi, j'avais l'impression d'être envahie par la mort, en fait, autour de moi.
tu vois. Et du coup, je pense qu'à cette période-là de ma vie, j'étais dans quelque chose où fallait vivre parce que j'avais peur de mourir demain. Tu vois, j'avais des angoisses de mort qui étaient vraiment très présentes. Et je me disais, non mais attends, la vie, elle est trop courte parce que j'ai vu tellement de personnes que j'aimais mourir et en fait, on peut partir tellement vite que, tu vois, j'étais dans quelque chose. Et effectivement, tu vois, là, je me souviens maintenant de ma psy qui me disait mais que c'était presque maniaque, en fait. C'était presque un peu des défenses maniaques pour ne pas sombrer, en fait. C'est quoi une défense maniaque ? Une défense maniaque, ça va être, tu sais, c'est comme dans la bipolarité, t'as soit l'accès maniaque, soit l'accès dépressif. L'accès maniaque, c'est justement, tu profites à fond, t'es tout le temps à fond. C'est le très haut et après il y a le très bas. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais tout le temps dans le très haut, en fait. Tu vois, j'étais tout le temps dans le principe de plaisir, quoi. Il faut, et puis du coup, parce que j'avais cette peur de la mort qui était tout le temps là. Et je pense de ramener ce rêve. De ramener ce rêve, ça venait un peu, ça venait lever un peu ce refoulement des émotions que j'ai eues et du coup, ce trauma. Et du coup, tu vois, de pouvoir je pense que ça a levé quelque chose et après, tu vois, alors il y a ce rêve-là, mais il y a plein d'autres choses qui ont fait que je me suis sentie de plus en plus en sécurité. Et du coup, de me dire, mais en fait, tu vas pas mourir, Mélanie, tu vas pas mourir demain, et les autres ne vont pas mourir non plus. Parce que du coup, mes angoisses aussi, c'était ça, c'est de me dire, mais fais attention, il peut se passer quelque chose. Et puis, c'était très présent dans mes rêves aussi, c'est ce que je te disais. C'est vachement intéressant parce que je comprends ce que tu dis, c'est très clair et je comprends... je vois la puissance des rêves ou des cauchemars, grâce à ton témoignage là, à utiliser en psychanalyse. Je comprends comment, lorsqu'on refoule, cela donne accès à ça pourrait donner quelque chose, accès à quelque chose, dans la mesure où on croit à ces théories, tu vois, que rêves et cauchemars peuvent dire des choses. Et ça m'intéresse vachement parce que moi, j'ai pas de rêve et de cauchemar. J'ai pas trop eu ça. Si, un peu, c'est pas vrai. On analyse un petit peu, mais... Et en ce moment, depuis plusieurs années, moi, je fais plus de rêves ou de cauchemars. Et je réfléchirai là-dessus. Mais je trouve qu'il y a quand même je sais pas. Je sais pas trop où je veux en venir, mais je sais pas, ça me fait réagir. Je me dis, mais c'est vrai, quelle est mon activité de la nuit ? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ma tête la nuit ? Et il y a une déconnexion. Ok. J'ai envie de te demander, par rapport à cette recherche d'identité où tu dis, me sécuriser, vivre, nettoyer des traumas ou en tout cas vivre des émotions grâce au cadre de la psychanalyse tu as dit pas mal de choses. Est-ce que tu t'es tourné vers ta famille, ta sœur, parce que ça a l'air d'être des protagonistes clés de ton interdit d'identité ? Ouais. Est-ce que dans le vrai monde, en dehors du divan, tu as eu des mots ou mis des choses au clair ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées avec ta sœur, par exemple ? Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts.
En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.